Bonjour, je suis Anne-Marie Touga, professeure en psychoéducation à l'Université de Sherbrooke. J'ai la chance d'enseigner des cours de recherche qualitative, de diriger des étudiants qui travaillent en recherche qualitative et je suis également membre du conseil d'administration de l'Association pour la recherche qualitative. C'est dans ce contexte-là que j'ai eu le privilège de rencontrer mon invitée d'aujourd'hui, Madame Colette Baribeau, qui est professeure retraitée à l'UQTR, de l'UQTR en fait. Colette, peux-tu nous dire de quel département, combien d'années tu as travaillé à l'UQTR? J'ai peur de me tromper, je t'avoue. Bien, j'ai travaillé plus de 20 ans à l'UQTR. J'ai commencé par être assistante de recherche dans une équipe qui travaillait dans une école avec Pierre-Angé et Colette Bouchard. J'ai commencé à travailler avec eux pendant une dizaine d'années, mais rattachée à l'UQTR. Puis après ma maîtrise, je suis entrée comme professeure en sciences de l'éducation. Et j'ai enseigné la didactique du français puisque j'avais une première maîtrise en lettres et ma deuxième en éducation. Donc, j'ai travaillé pendant une vingtaine d'années au département et j'ai pris ma retraite à 55 ans. Et puis, depuis ce temps-là, j'ai retraité ma vie en m'intéressant qu'à la recherche qualitative. J'ai laissé de côté toute la didactique du français et j'ai continué en recherche qualitative. Super. Ça fait presque 20 ans que tu es retraitée maintenant? Oui. Super. Et toujours très, très active et dynamique. Je remarque ça. J'ai commencé par te tutoyer, Colette, sans te le demander, mais on se connaît quand même un peu, puis on a l'habitude de se tutoyer. Oui, Alors, je m'excuse pas, en quelque sorte. Là. Non, au contraire. En blague. Alors, je commence l'entrevue là, en disant que moi, dans le fond, je vais expliquer pourquoi je voulais faire une entrevue avec toi, Colette. C'est que dernièrement, j'ai réalisé à quel point je me considère privilégiée de penser que pour l'essentiel de ma carrière, je vais pouvoir travailler en recherche qualitative. Pour moi, je dirais pas que c'est un luxe, mais c'est vraiment une grande chance. Je me considère choyée de penser que je vais pouvoir, là, dans les prochaines années, faire du quali. Et si cette idée-là, elle est possible, je pense que c'est parce que d'autres personnes avant moi qui ont tracé cette voie-là. J'hérite un peu, ni plus ni moins, de ce que d'autres ont mis en place pour rendre ça possible. Et je suis d'avis que tu fais partie de ces personnes-là qui ont permis une reconnaissance, une légitimité à la recherche qualitative qui font qu'aujourd'hui, j'enseigne dans ce domaine-là, puis je peux faire de la recherche et être financée pour faire du quali. Bref, ça me rend bien heureuse dans ma vie de faire ça, puis c'est grâce à des personnes comme toi. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de profiter de notre entrevue pour mettre en valeur cette contribution-là que tu as fait. Puis en même temps, je me fais un peu plaisir parce que je vais en apprendre sur ta carrière, puis sur la manière aussi dont ta carrière s'est inscrite dans une certaine mouvance plus collective au Québec, aux États-Unis, en faveur de la recherche qualitative. Tu as déjà mentionné un peu quelque chose en rapport avec tes débuts en recherche. Alors, je t'invite à ce qu'on reprenne les choses du début. Ton premier contact avec la recherche, t'en as glissé quelques mots. Moi, je veux savoir, c'était quoi ce premier contact-là? Qu'est-ce qui t'a attiré là-dedans? Puis qu'est-ce qui t'a donné le goût de continuer en recherche qualitative? Oui, c'est ça, recherche qualitative. Il faut penser... maintenant, on pourrait penser que la recherche qualitative, ça a existé, mais pour moi, c'est récent. Disons, il y a à peine 40 ans, on ne parlait pas de recherche qualitative comme telle. Mais il faut penser qu'il y avait quand même beaucoup de champs disciplinaires qui utilisaient des outils, des dispositifs qui se sont révélés qualitatifs et qui ne savaient pas qu'ils faisaient de la recherche qualitative. Je pense qu'en anthropo, par exemple, on faisait des entrevues, on faisait beaucoup d'observations. En psycho aussi, on faisait des entrevues ou des contacts. On faisait de l'observation en classe, derrière une vitre, en sciences d'éducation. Et tous ces dispositifs-là étaient assez rattachés à des champs disciplinaires. Il n'y avait pas de ce qu'on a appelé après, multidisciplinarité. Alors là, on s'est dit, il y avait aussi tout un mouvement très actif. Moi, j'ai participé de façon très active dans un mouvement qu'on appelait la recherche-action, qui venait probablement d'Amérique du Sud, avec les travaux de Paulo Freire en recherche auprès des populations démunies.
Et lui avait pour objectif de transformer ces milieux-là et d'émanciper les personnes. Mais quand on mettait ensemble recherche, action, avec un trait d'union, bien là, on a eu des colloques, on a eu au moins 4 colloques où on s'est questionné c'était quoi le trait d'union, c'était quoi la recherche là-dedans, c'était quoi l'action là-dedans. On avait des gens qui étaient des organismes subventionnaires qui nous disaient, ben non, on peut pas associer recherche et action, on peut pas mettre un trait d'union là, on subventionne que la recherche et pas l'action. En tout cas, c'était très, très drôle d'entendre, c'est drôle a posteriori de remarquer tout ça, toutes ces questions-là qu'on a débattues avec des colloques à Chicoutimi, à Rimouski, des gens qui étaient très impliqués dans les recherches pour, par exemple, fermer des villages, l'émancipation de ces gens-là et développer des méthodologies et faire venir des chercheurs qui travaillaient justement dans des entreprises pour transformer le travail dans des entreprises. Fait au Québec, c'était comme un mouvement de recherche-action dans lequel moi j'étais engagée et qui était très, comment je pourrais dire, très actif, mais qui questionnait beaucoup le rôle du chercheur, l'introduction des valeurs en recherche. Alors, on est arrivé avec un bagage, avec des gens qui, dans des champs disciplinaires, faisaient des entrevues, mais qui ne s'étaient jamais posé ce type de questions-là et qui ont accepté de se poser ce type de questions-là pour se dire, bon, ben peut-être ça nous prendrait quelque chose qui nous regroupe tous pour faire du développement. Alors, il y avait des questions qui se posaient à ce moment-là, du type, faudrait former des chercheurs. Puis là, la recherche, le mot qualitatif commençait à venir, mais en opposition à quoi? À quantitatif. Et là, on a eu des débats épiques, des différences, puis qu'est-ce qu'on fait pas, puis qu'est-ce qu'on ferait, puis des objections majeures venant du quantitatif. Il y en reste encore dans les discours présentement. Donc, le rôle du chercheur, ensuite la formation des étudiants, comme je l'ai dit, et aussi le rôle du professeur d'université, qui commençait à avoir une fonction recherche très importante, les organismes subventionnaires qui avaient l'idée que peut-être la recherche devrait être pertinente, ce qui avait créé un remous terrible chez les chercheurs. Maintenant, ça nous paraît banal, mais à l'époque, c'était quand même révolutionnaire que la recherche soit pertinente pour le champ. Donc, toutes ces questions-là sont venues se souder ensemble, je dirais, se consolider. Et Jean-Marie Vandermeer, qui était très actif en sciences de l'éducation, avait dit, pour mon champ disciplinaire, moi, je pense qu'il faut arrêter de faire de la recherche sur l'école, mais il faudrait faire de la recherche pour l'école, pour la classe, dans la classe et avec les enseignants. Et on n'a pas les outils qu'il faut pour faire ça derrière une grille à observer. On n'a pas... Donc, il y avait une visée transformatrice, un peu comme j'ai dit, mais pas du type émancipation, quelque chose de beaucoup plus, que je dirais, conventionnel, de questions qu'on devrait poser au champ de la recherche. Alors là, on était là, et on s'est dit, bien, il faudrait un lieu où on puisse se rassembler. Et c'est à partir de 84 qu'a été mis sur pied ou créé, consolidé, l'Association pour la recherche qualitative. Mm-hmm. Et donc, dans tes travaux à toi, tu as nommé, tu es surtout inscrite dans la recherche-action. Ça devait être assez révolutionnaire de parler comme ça, recherche-action. Tu t'es inscrite dans cette mouvance-là, puis tu as senti le besoin d'aller chercher du soutien, de l'appui, de travailler vers une plus grande reconnaissance aussi de la recherche qualitative. Oui, tout à fait. Parce qu'en 84, moi, j'ai fait ma thèse de maîtrise et comme j'étais inscrite dans le mouvement qualitatif, je ne me voyais pas faire des statistiques ou des choses comme ça. Et je me disais, je dois m'inscrire dans ça. Alors, j'ai amené avec moi tous les gens que j'avais sollicités avant par des colloques antérieurs, que je connaissais, qui faisaient de la recherche, puis dire, on peut-tu inscrire notre travail, ou une partie de notre travail, dans ce cadre-là? Alors, c'est comme ça que ça a parti, les premiers colloques. Et le premier thème qu'on a développé avec Jean-Marie Vandermeer, ça a été des alternatives aux plans expérimentaux en sciences de l'éducation. Mais on avait des chercheurs qui venaient de partout.
par tout champ disciplinaire, ce que je veux dire. Donc, des chercheurs québécois, oui, mais des chercheurs européens, parce que la recherche-action, elle était très vibrante, je pourrais dire, en Australie, en France aussi, dans les usines des transformations, en Amérique du Sud. Donc, on avait une pluralité de chercheurs qui s'intéressaient à des alternatives, à des plans plus conventionnels, plus quantitatifs, à essayer de développer ça. Alors, c'est un petit peu comme ça que est né l'ARQ, avec des objectifs qui me touchaient, moi. La formation des chercheurs, ça me touchait beaucoup, parce qu'il n'y avait rien. Il n'y avait pas de cours en enseignement du qualitatif non plus. Il n'y avait pas non plus de revue en français. D'ailleurs, il n'y en a qu'une seule. C'est la revue Recherche qualitative. Il n'y avait pas de contact avec des chercheurs français. Donc, on a plus ou moins été à la naissance du RIFREC, du Réseau international francophone de recherche qualitative. Alors, des cours, des publications, et aussi quelque chose que je trouvais important, c'est des lieux où les jeunes chercheurs peuvent se socialiser, rencontrer d'autres chercheurs dont ils ont lu les travaux, qu'ils veulent voir, avec lesquels ils veulent discuter, ou des questions qui constituent pour eux autres des questions majeures au plan méthodologique. Et ça a été long d'inscrire le volet, puis c'est encore complexe, d'inscrire que c'est le volet méthodologique dont on discute et qui nous intéresse. Et aussi, par la bande, former des directeurs de recherche, des directions de recherche, demander qu'il y ait quelqu'un qui soit en méthodologie sur un comité, ce qui n'était pas fait. Et l'ARQ aussi a été présente sur des institutions, sur des instances du type ACFAS. On était membre d'ACFAS depuis les débuts. Depuis 1984, qu'on ait une présence constante à l'ACFAS, le colloque de l'ARQ, est toujours là. Donc, des représentations auprès du gouvernement aussi, quand on avait des textes qui sortaient sur... on voulait subventionner la recherche, qu'est-ce que ça donnait, où était la place du qualitatif. Donc, on a fait des représentations, on a fait des mémos, on a présenté des comptes rendus, on a déposé des mémoires aussi, pour soutenir la recherche qualitative dans ces premières phases là, du développement. Mm-hmm. Et je pense que ça s'est révélé assez intéressant ou assez réussi, que je dirais. Oui. Tout à fait, oui, parce qu'il y a quand même encore... Aujourd'hui, ça fonctionne encore aujourd'hui. Beaucoup de gens qui adhèrent puis qui ont besoin de se regrouper puis d'avoir le soutien, la formation autour de la recherche. Donc, tu as vraiment contribué à cet essor-là au Québec. Ça m'a frappé, dans le fond, en t'écoutant, de réaliser que tu as mené tes travaux avec peut-être au départ, peu de formation sur la recherche qualitative, ton implication dans la RQ, puis à travers tous les événements que tu viens de nommer, je devine, ont contribué à ta propre formation. Tout à fait. Puis, en fond, moi, j'ai toujours dit que je me suis occupée de beaucoup de colloques, beaucoup de publications d'actes au tout début. On disait les actes, puis c'était un peu en mineur, les actes, les proceedings, puis tout ça. Mais moi, je trouvais qu'il fallait laisser des traces tangibles du développement de la recherche. Alors, les premières questions qu'on a abordées, par exemple, c'était sur la pertinence sociale. Alors, je trouvais ça intéressant. Je peux pas dire qu'à l'époque, c'était des questions qui me touchaient vraiment, puis là, tranquillement, m'intégraient, les alternatives aux plans expérimentaux. Mais après, les objets méthodologiques, qu'est-ce que c'est les objets de recherche qu'il devrait y avoir? L'interprétation des données, ce qui posait de véritables questions. La validité. La validité, comment traite-t-on? Et là, les critères de scientificité. On a eu des grands débats là-dessus. Qu'est-ce qui pouvait être? Conception et pratique de l'analyse de contenu. Donc là, on a commencé à voir des choses du genre, OK, l'analyse de données, comment ça se fait en psycho? Comment ça se fait en psychosocial? Comment ça se fait en ethno, par exemple? Comment ça se fait en anthropologie? Comment ça se fait en éducation? Donc, on avait des illustrations par des chercheurs dont j'avais lu les travaux, mais que j'avais le plaisir d'entendre et de connaître et d'établir des réseaux de relations avec des gens. Là, ça a été très intéressant. Puis on a, à partir de là, plongé au cœur de méthodologie avec des perspectives carrément ou résolument multidisciplinaires. Ça, c'était un peu contesté à l'époque, là, mais je pense qu'on y a tenu et c'est intéressant. Je pense, par exemple, la phéno.
la phénoménologie, on a la formation des chercheurs, deux colloques sur la formation des chercheurs. Donc, on avait des illustrations de pratique. Qu'est-ce que les gens faisaient pour enseigner le qualitatif? Écrire la recherche, c'est un problème pour les longueurs. Hein? On l'a encore, ça. Comment cite-t-on nos données? Qu'est-ce qu'on fait? La confidentialité. Un colloque auquel je tenais beaucoup sur la recherche-action, où on en était à partir de Kurt Lewin, qui avait fait les premières démarches, tout ça. Ça, je trouvais ça intéressant. Et la recherche qualitative en éducation. Donc, dans le domaine de l'éducation, est-ce qu'il y a des percées là-dedans ou en psycho? Où est-ce qu'on en était? Jusqu'à ce que tout d'un coup, on fasse un genre de bilan et qui nous montrait que beaucoup de jeunes chercheurs, au fil des années, au fil peut-être des 5 dernières années antérieures, de jeunes chercheurs étaient venus présenter leurs résultats de recherche. Donc, quelque chose de très intéressant, qui était l'objectif de présenter des chercheurs, de former des chercheurs. Hop! On avait des gens comme Chantal Royer, Chantal Deschamps, qui venaient présenter leurs résultats de recherche. Donc, c'était comme, on avait comme passé à une autre étape, je disais, avec ce bilan-là. C'était intéressant, le bilan, parce que tous les chercheurs qui avaient présenté des communications lors de la création ont été amenés à revoir leur première communication et dire qu'est-ce que je changerais, qu'est-ce qui a changé, comment ça pourrait se faire, et avoir des discussions avec Alvaro Pires, avec Thérèse Laferrière là-dessus. Et je pense que là, ça a fait un bon bilan, puis de dire, bon, ben maintenant, développons le travail méthodologique. Développons le travail méthodologique, toujours dans une perspective qualitative, parce qu'on n'avait plus la nécessité de justifier le qualitatif. C'est donc dire que quelqu'un qui voulait présenter, relativement justifié, présenter un devis de recherche qualitative était comme agréé, était comme accepté. Ça allait comme de soi qu'on n'avait pas besoin d'avoir 10 paragraphes dans notre demande de subvention pour commencer à parler du qualitatif à partir des années 92-94, ce qui était énorme. Ce qui était énorme pour l'ensemble des chercheurs. Ça a pris quand même pas mal de démarches pour arriver là. Quand on t'entend, ça s'est pas fait là, en une année où, bon, il y a eu vraiment toute une progression dans les pensées. Puis si je me souviens bien, on en a parlé un petit peu auparavant, c'est un mouvement qui est parti aussi des États-Unis, qui nous a beaucoup influencé au Québec dans notre adhésion socialement à faire de la place pour la recherche qualitative. Oui. Là. Puis ce que j'entends aussi dans ce que tu nommes, l'idée de regrouper les différentes disciplines, d'ouvrir sur nos méthodologies, de partager, c'est beaucoup un climat, un contexte d'ouverture, de créativité. Et je me demande si c'est pas justement ce contexte-là qui a fait qu'on a réussi à consolider quelque chose autour de la recherche qualitative, puis à résister aux pressions ou à faire une place, à trouver des arguments, à trouver une force pour se déployer sans avoir à... Bon, comme tu le dis, il faut encore justifier. Il faut encore écrire quelques lignes. C'est peut-être pas obligé d'en écrire 10 maintenant, mais il y a encore des choses à clarifier quand on s'inscrit dans ce type de recherche-là. Alors, je me demandais si mon interprétation était bonne, à savoir est-ce que cette ouverture-là qui a permis une consolidation, un renforcement, qui a permis de mettre la recherche qualitative, on va dire, sur la carte, là, en quelque sorte. Oui, c'est vrai. Je pense que tu as fait raison en résumant ça, en montrant que pour développer quelque chose, il faut un espace. Il faut un espace d'innovation. Et l'innovation, on a eu un colloque sur l'errance, justement, parce que, dans le fond, on sait pas. On sait pas. Si on savait, on ferait pas. Et je pense aussi, c'était pas toujours des perspectives de valider nos affaires, de confirmer nos choses. C'était pas dans une perspective de confirmation ou de validation. On était dans une perspective de dire, c'est quel développement on peut faire en termes d'appréciation, de profondeur, d'aller auprès des sujets, d'entrer en relation avec ces gens-là, puis de voir la texture ou la finesse de l'expérience humaine, puis d'essayer de la déplier, de la déployer en disant ce que les gens ont à nous dire sur ce qu'ils vivent est très important. Et
il n'y a que le qualitatif pour faire ça. Quand on a commencé à trouver des lieux pour passer dans l'expérience humaine, et un lieu qui était unique au qualitatif et qu'on avait à développer des outils, et ça, c'est très intéressant, des dispositifs, qu'on puisse se permettre de faire ça et qu'on puisse aussi se permettre de faire ça au travers de thèses, parce que c'est dans les thèses qu'on découvre toute la richesse méthodologique. Moi, ça me fascine de lire des thèses parce qu'il y a là un étudiant ou une étudiante qui vraiment va essayer d'approfondir et qui a derrière elle un cadre conceptuel. Je veux dire, il n'y a pas de problème avec le cadre conceptuel, mais moi, je m'intéresse comment on va trouver une façon de répondre à ces questions d'une seule façon pour répondre. Il n'y a qu'une seule façon, c'est de passer par le qualitatif pour aller là. On pourra toujours faire du quanti s'il y avait une exigence. Je trouve ça dommage parce que le qualitatif a quelque chose d'unique, une sorte d'unicité dans la découverte de l'expérience humaine en recherche. Et ça, je pense que moi, c'est ce qui me préoccupe toujours. Comment aller là? Et aller là, un peu comme tu le soulignes, sans contrainte de se justifier autrement que de l'intérieur. La justification, elle ne devrait pas venir de l'extérieur, dire « Oh, la saturation, c'est ça, mes critères, c'est ça ». Elle doit venir de l'intérieur, de dire que moi, j'ai une démarche qui est valide, qui est crédible, qui est fiable, puis les données que j'ai trouvées sont crédibles, sont fiables, pas juste à cause de moi ou des auteurs, mais parce que je suis capable de vous démontrer au plan méthodologique que j'ai bien fait ce que je devais faire et je n'ai fait que ce que je pouvais faire avec mes outils. Je trouve que ça, c'est ce que moi, je comprends de l'essence du qualitatif qu'il faut s'en... C'est ça, moi, qui m'a toujours préoccupée depuis peut-être que j'ai pris ma retraite, là, depuis les 20 dernières années. Ouais. Si on remonte à ton expérience en recherche, tu t'es beaucoup investi dans des recherches-actions. Est-ce que tu peux penser à un travail que tu as mené, un projet ou encore un projet d'étudiant que tu as supervisé qui permettrait d'illustrer cette finesse-là que tu nommes ou la créativité qu'il y a eu derrière la démarche ou comment est-ce que ces travaux-là viennent illustrer ce que tu évoques comme étant les caractéristiques importantes de la recherche qualitative. As-tu un exemple en tête? Une thèse précise, peut-être que c'est un peu gênant compte tenu de toutes les thèses, mais il y a des thématiques. Moi, depuis que j'ai pris ma retraite, je ne dirige plus de thèse. Parce qu'il faut en même temps bien apprécier les cadres conceptuels, puis tout ça. Bon, je peux être un conseil, etc. Mais je pense que j'ai dirigé beaucoup de thèses au plan méthodologique pour enthéorisation ancrée. Pour approfondir, par exemple, des entérisations ancrées dans le champ de l'éducation. J'ai toujours dirigé dans le champ de l'éducation, auprès des enseignants. J'ai aussi exploré avec une étudiante, à la fois sa maîtrise et son doctorat, auprès des étudiants étrangers, qu'on appelle des étudiants internationaux, quand ils viennent, toutes les stratégies d'enseignement qu'ils mettent en œuvre pour apprendre, qui sont très différentes de leur milieu, d'où ils proviennent, qui sont d'un autre ordre, ayant eu des formations françaises, par exemple, en France. Je pense que ça, c'est des champs... Moi, j'ai beaucoup travaillé avec mes étudiantes. Par exemple, faire des entretiens, faire de l'observation à partir de leurs journaux de bord pour comprendre des questions qui étaient leurs enjeux. Par exemple, la discipline en classe. Ça, on a travaillé pendant quasiment 3-4 ans là-dessus, comment ça s'organise, ce que c'est que des événements marquants dans une salle de classe avec mes étudiants. Ça m'intéressait beaucoup, l'apprentissage, comment on apprend son métier d'enseignant, ou son métier, mais au sens beau du terme, là, le métier de professeur ou le métier de chercheur, comment on apprend ça. Et j'ai travaillé aussi dans ma thèse de doctorat sur l'enseignement, c'est-à-dire avec 2 collègues, qu'est-ce qu'on fait quand on enseigne? Comment on fait? Comment on donne un cours? Donc, ensemble, on le préparait toutes les 3, un cours de didactique du français, et on faisait de la rétroaction vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on fait, à ma surprise, de voir que on enseignait à partir du même devis, mais
complètement différemment et pourquoi ça se faisait et qu'est-ce qui se faisait et comment on le faisait. Je dirais pas à aller consulter ma thèse parce que 30 ans plus tard, il y a tellement eu d'avancées que c'est pas là la pertinence. C'est tout ce que moi j'ai pu apprendre en faisant ça, sans logiciel. Il faut le dire que les logiciels ont complètement transformé l'analyse des données. J'étais encore avec mes 2000 fiches dans le salon, essayer de faire des petits tops et comprendre comment on pouvait, avec des analyses thématiques ou de contenu que je savais pas trop à cette époque-là, en 91, on savait pas trop, il fallait justifier. Alors, mais quand sont arrivés le NVivo, par exemple, la première présentation d'NVivo, je pense que c'était à Toronto, moi, là, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, voyant ça, parce que je me disais, aïe, que de travail et j'avais pas d'idée, mais l'outil me paraissait absolument merveilleux. Une révélation. Une révélation, mais en même temps, tu dis, hey, moi qui me suis tapé ça des heures de temps. Et à partir de ce moment-là, je devenais très critique pour des étudiants qui faisaient de l'analyse à la mitaine, comme on disait. Je disais, tu peux pas faire ça au plan... C'était pas une question d'éthique, mais c'était, écoute, si tu veux approfondir, si tu veux comprendre, laisse le logiciel, l'outil, faire toute une tâche cléricale, et toi, pense. C'est à toi de penser. De l'analyse, ça ne se fait, de l'interprétation, il n'y a que toi qui peux le faire. Laisse l'outil derrière, puis t'aider à le faire. Ah, ça a été... Mais je pense qu'on peut juger maintenant qu'NVivo, qui est rendu à je ne sais pas quelle version, moi, c'était 1.0 et 2.0, et je l'ai laissé à 3.0 parce que là, il faisait des configurations, il faisait des choses que... Bon, là, je me disais, bon, ben, allez, étudiants, travaillez. Travaillez. Oui. Montrez-moi, illustrez-moi ça. Illustrez-moi à partir de ce que vous allez faire, puis ce que vous avez fait. Illustrez-moi toute la richesse que vous êtes allé chercher. Ça, je trouvais ça passionnant. Là, tu mets le doigt aussi sur l'importance d'arriver à traduire, à communiquer ce qu'on a fait, parce que de dire j'ai fait mes analyses en utilisant NVivo, ça dit pas grand-chose. Non, ça dit juste, écoutez, j'ai mis mes données là-dessus, puis j'ai demandé de me faire des affaires. Mais c'est toi qu'il faut qu'il pense, là. Parce que du moment que ta phrase commence par « j'ai pensé » ou « je pense », là, c'est toi. Il faut que tu assumes, en qualitatif, il faut que tu assumes de façon très ancrée ta position de chercheur, pas en donnant un paragraphe sur tes visions épistémologiques ou je sais pas trop quoi, mais dans chacun des gestes, dans chacune des choses, il faut que t'oses être ce que tu es, tel que tu es, avec tes croyances, tes valeurs, en étant consciente que là, c'est ça, ou conscient que c'est ça, ou là, que ça agit. Mais il faut que tu y ailles. Il faut que tu prennes la chance d'y aller et d'avoir des critiques, de rétro-pédaler, comme on pourrait dire, mais il faut que tu puisses y aller pour voir qu'est-ce qu'il y a. Il faut une curiosité là-dedans très grande, à mon avis. Accepter de plonger, de prendre le risque. Et est-ce que ça implique nécessairement, je ne connais pas ton opinion là-dessus, d'écrire au jeu? Non. Pas nécessairement? Pas OK. Non, pas du tout. Non, puis ça... des fois même, je suis critique de l'écriture au jeu. Il faut qu'elle soit motivée sérieusement. C'est pas parce que tout le monde pourrait écrire au jeu. Je veux dire, ce que tu veux que je te dise en qualitatif, il n'y a que le jeu qui parle. Tu sais, même au travers des cadres conceptuels, je suis allée chercher quelque chose dans les écrits de Pires, par exemple. Mais c'est moi qui suis allée le chercher, ce que Pires a dit, parce que ça a de la résonance en moi, dans ce que je fais. Donc, c'est toujours jeu qui est là. C'est pas parce qu'on se cache sous des phrases, mettons dans votre discours, sur des phrases passives ou les propos dénotent que, ou les discours montrent que, ou une telle a dit que. C'est moi qui suis allée chercher ce que tel sujet m'a dit et que je trouve aussi que j'ai trouvé le plus pertinent dans l'ensemble de mes données. Et c'est moi qui fais ça. C'est moi qui va... Mais j'ai pas nécessairement l'obligation de parler au jeu parce que tout le monde parlerait au jeu. C'est implicite. Bien, à mon avis, c'est là tout le temps. Et c'est ça, le qualitatif aussi. À mon humble avis, que je pourrais dire, c'est ce que j'y trouve d'intéressant, d'aller vraiment creuser cette facette-là.
tu t'intéresses à l'apprentissage, l'enseignement. Tu as sûrement des choses à dire sur l'enseignement, de la recherche qualitative. Tu as toi-même enseigné au premier cycle, si je ne me trompe pas, Oui. là, dans ta carrière. Est-ce qu'il y a quelques leçons que tu as tirées, des trucs que tu pourrais me donner? Hein? Comme prof, on a toujours besoin de trucs avec nos étudiants, que ce soit dans deux contextes, que ce soit dans un contexte de groupe où on a des contenus à livrer ou des choses à pratiquer, ou encore dans la supervision là, de mémoire ou de thèse. Qu'est-ce que tu retiens de ton expérience dans l'enseignement qui pourrait, moi, là, m'être utile peut-être dans ma carrière? Bien, comme pédagogue, évidemment, en sciences de l'éducation, puis en didactique du français, moi, j'ai toujours eu à cœur de passer par l'expérience. Passer par l'expérience. Donc, quand même que je donne un cours sur l'entretien de groupe, puis je dis qu'est-ce que j'ai lu chez Morton, chez Leserfeld, ça fait de même, c'est intéressant, mais ça ne parle pas comme d'en faire. D'en faire avec les étudiants, d'aller chercher là où c'est difficile dans l'entretien de groupe. Comment c'est... Alors moi, je vais toujours utiliser des stratégies fortes de mise en situation, puis de dire, bon, ben là, vous êtes un groupe, vous allez jouer des rôles, ou vous allez jouer vos propres rôles, parce que, disons, vous avez une belle maison dans un quartier, et il y a une église qui est à vendre, et on veut installer là un centre pour des drogués. Alors, on va essayer d'explorer ça en entretien de groupe. Alors là, c'est évident qu'ils oublient qu'ils sont que c'est ça. Alors, on peut regarder ça, on peut leur demander d'avoir des rôles, on peut leur demander des choses comme ça. Et là, ils se sentent directement impliqués dans ce qu'on fait. Comme, j'hésite pas, moi, dans des méthodologies, à dépasser les conventions en entretien de groupe ou ce qui nous paraît un peu sclérosé, comme il n'y a plus grand-chose qui s'écrit de nouveau, à mon avis, là, sur les entretiens de groupe, mais de révolutionnaires. On va avoir des interventions où on va dire, bon, on peut contester quelqu'un qui dit quelque chose. Un animateur peut contester. Bon, c'est intéressant. Il reste à savoir qu'est-ce que ça produit comme données et est-ce que j'aurais pu obtenir ces données-là d'une autre façon ou n'importe. Mais, par exemple, moi, je vais suggérer aux étudiants beaucoup de stratégies. Je les fais avec eux, avec elles, pour casser le silence au début. Hein, l'entretien, tout le monde écoute, regarde. Peut-être qu'il n'y a pas personne qui pense comme moi ou n'importe quoi. Alors, je peux leur donner une dizaine de stratégies pédagogiques pour les amener à casser cette espèce de relation-là, de non-relation entre les personnes pour établir un climat de complicité dans le groupe aussi. Je m'inspirais beaucoup des travaux de Lazarsfeld qui, tout d'un coup, trouvait que faisait beaucoup d'entretiens de groupe qu'il faisait, puis il n'y a rien qui sortait. Hein, je t'ai raconté ça, puis je la trouve toujours parlante dans mon expérience. Et alors, il travaillait sur la violence dans les films. Et la BBC lui avait demandé, je ne sais plus trop quelle question, ça n'a pas d'importance, et lui, il faisait des entretiens de groupe, il avait de l'argent, là, il avait beaucoup d'argent, il faisait beaucoup d'entretiens de groupe, puis il n'y a rien qui sortait. Alors, ce qu'il a fait, il a fait un film juste d'une arrestation sur une autoroute avec un policier qui fait sortir quelqu'un de l'auto, puis qui le prend, puis il l'accote bien serré sur le capot. Et il a demandé, il a arrêté le vidéo là, puis il a dit aux gens, est-ce que c'est violent, d'après vous? Alors, il y a des gens qui ont levé la main, ils ont dit, oui, c'est très violent. Il y a beaucoup de violence dans cette intervention policière-là. Puis d'autres disaient, non, il n'y a pas vraiment de violence encore. Alors, il a pris les deux groupes, il leur a demandé de transformer ce qu'on appelle le focus group, transformer le focus pour le rendre moins violent, donc acceptable par eux autres, et d'autre part, de le rendre plus violent pour dire, ben là, au moins, ça correspond à quelque chose que moi, je recherche, quelque chose de désirable. Hein? Bon, qu'est-ce que ça donne? Et là, l'entretien a porté sur ça. Le groupe a questionné ça, puis pourquoi vous avez fait ces temps? Alors, en recherche, des fois, on ne voulait pas poser de pourquoi. Pourquoi ça amène une formalisation des personnes, une théorisation. C'est pas ça que ça a donné. Les gens ont vraiment décrit, puis là, il a pu aller beaucoup plus loin. Qu'est-ce que la violence? Et comment c'est en lien avec les valeurs des personnes, les croyances et l'expérience antérieure des personnes? Et tout ça, c'est ça qu'on cherche
en qualitatif. Peut-être que lui, il a pris des prises d'indices quantitatifs pour des fréquences, des choses comme ça, mais son intérêt était vraiment dans la transformation du focus. Fait que ça, c'est quelque chose que je trouve passionnant comme voie. Se permettre d'explorer un dispositif, d'explorer toute la richesse. Par exemple, maintenant, les gens qui marchent avec des gens, hein, qui marchent avec des gens dans des boisés ou qui marchent avec des gens dans des villes et leur demandent si c'est sécuritaire ou non. Bien, tout ça, c'est des voies nouvelles qui descendent une rivière, qui vont dans la forêt et qui explorent avec les gens qu'est-ce que la forêt peut m'apprendre de moi que nul autre que la forêt peut m'apprendre de moi. Je trouve que c'est des belles questions phénoménologiques ou d'un autre type que seul le qualitatif peut y répondre en interaction avec des gens qui vivent l'expérience. Puis ça, moi, je trouve que ça m'anime beaucoup, ce travail, comme Pires disait, le travail méthodologique. Et ça répond à la première question de Jean-Marie, des alternatives à des plans expérimentaux qui sont tout à fait inappropriés pour explorer Et ces résultats-là de recherche sont très pertinents pour des gens qui voudraient aménager des boisés, aménager une rivière, justifier la création de parcs, d'espaces, de lumière dans des villes, d'éclairage, toutes ces choses-là de jeux pour les ados, par exemple. Qu'est-ce qui fait que des ados, quand on se promène, c'est pas facile d'aller chercher leur expérience puis les faire parler. Ils trouvent ça insignifiant de parler. Et ça, c'est important. Ça me paraît fondamental. Donc, c'est un travail méthodologique de chercheur qui dit, hey, je vais réussir à percer là et d'aller voir qu'est-ce qu'il y a en dessous de ça. Mm-hmm. Oh, ça fait écho à l'idée de la transformation qu'on a évoquée tout à l'heure, des approches par et pour les gens. Donc, se rapprocher de l'expérience en obtenant leur point de vue sur comment ça peut évoluer, tout ça, dans quelle direction ça peut aller, en amenant la personne à projeter, à anticiper des changements ou des améliorations. On a accès à ses propres valeurs, son vécu, son histoire. Donc, c'est une chose de se raconter, mais c'est c'en est une autre de se projeter puis de révéler à travers la projection tout ce qui nous habite et ce qui nous motive, j'ai l'impression. Je trouvais qu'il y avait un lien avec l'idée de la recherche qui vise à transformer, à émanciper également là, dans ton discours. Quand tu as commencé à parler d'enseignement, tu as mis l'accent beaucoup sur, on pourrait dire, la pratique, plonger les étudiants dans le bain, de vivre une entrevue de groupe, puis qu'ils puissent sentir qu'est-ce que ça fait, dans quelle position ça les place. Il y a quand même beaucoup de choses à enseigner, en tout cas beaucoup de choses à comprendre pour être confortable en recherche qualitative. Les méthodes, bien, c'en est une. Est-ce que tu es d'avis qu'il faut commencer par vivre les méthodes pour après ça s'ouvrir peut-être aux valeurs, aux paradigmes, aux autres dimensions de scientificité, par exemple, de la recherche qualitative? Est-ce qu'il y a une façon, une certaine trajectoire qui, selon toi, a plus de sens pour que les étudiants s'approprient la recherche qualitative? Bien, je pense que tu as mis le doigt un peu dessus. Moi, je pense que c'est parce qu'on en fait et qu'on revient sur ce qu'on a fait et qu'on approfondit ce qu'on a fait, qu'on découvre toute la richesse de ça et toutes les questions aussi. Parce que la question, par exemple, de la saturation, comment elle se pose de ton point de vue à toi? Pourquoi trouves-tu, comme dans ton travail de recherche, pourquoi trouves-tu que ça peut se poser, cette question-là? Puis comment elle peut se poser? Comment tu l'énonces? Comment, par exemple, toi, tu as vécu... C'est difficile de passer au travail. Parce que ce que tu vas aller explorer, c'est le vécu des autres. Alors, si tu n'as jamais plongé dans ta propre expérience pour voir comment c'est pas si facile que ça, comment c'est complexe, l'autre, t'es toujours étranger. L'autre est un étranger pour toi. Et moi, je comprends le terme co-construction de cette façon-là. C'est pas juste de dire que j'ai des sujets, c'est que j'ai des personnes, puis ça m'a étonnée de voir jusqu'à quel point les personnes que je vais rencontrer, auxquelles je demande de participer, quand elles saisissent la valeur que j'accorde à leur expérience,
comment leur place est importante dans ma compréhension. Leur témoignage était, pas juste le témoignage, là, mais la participation à la construction de leur témoignage. Je dirais ça, là. Elles participent à construire ça. Donc, elles vont se découvrir au travers d'un premier entretien, oui. Mais après ça, se lire, qu'est-ce que j'ai dit, m'amène à dire, oh, mais écoute, je pense plus que ça, je pense plus loin que ça. Il y a des affaires que j'ai pas dites. Et de me retrouver après, puis dire, ben moi, j'ai commencé des premières analyses, puis il y a telle affaire que j'avancerais, ou que je systématiserais sous tel mot. Je vais pas juste faire ça pour dire, j'ai un coefficient de je sais pas trop quoi, de 3%. Non, je vais faire ça parce que je veux que cette personne-là me dise, est-ce que je te comprends bien quand je dis ça? Qu'est-ce que tu ajouterais pour que je te comprenne mieux? C'est pas que ma directrice ou mon directeur disent oui, moi aussi j'aurais codé ça comme ça. Il n'est pas là la question. La question, à mon avis, est qu'est-ce que tu peux ajouter pour que j'y comprenne mieux, pour que je te comprenne plus? Qu'est-ce que ça... il y a telle chose que tu m'as pas dite. Et moi, c'est ça que je comprends dans de la co-construction et que je comprends dans ce qu'on va dire le qualitatif, c'est de la profondeur. Et il n'y a que ça qui peut le faire. Et j'ai toujours été étonnée de voir comment les gens sont partie prenante de ça. Quand tu ressens ça, les gens vont poursuivre. Et tu n'as pas besoin d'avoir 80 personnes avec qui tu vas faire ça. Tu vas mourir. Tu vas être sous l'avalanche de données. Je trouve que là-dessus, il faut vraiment réfléchir présentement et voir un peu les enjeux qu'il y a là-dessous et le travail de recherche. Tout comme moi, j'ai déjà dit à des étudiants, moi, je ne dirige pas de thèse en recherche-action. Peut-être maintenant, c'est changé, parce que c'est beaucoup trop long. Et une bonne thèse, c'est une thèse déposée. Mm-hmm. On a souvent dit ça. Parce que il faut que tu finisses, parce que ta contribution comme chercheur, il faut qu'elle passe par le doctorat. Et elle est essentielle en qualitatif. Alors, dépose et commence ta vie de chercheur. Là. Commence vraiment ta vie de chercheur. Puis elle commence avec 100 questions, 200 questions, mais tu as derrière toi, tu le sais peut-être pas, tu as beaucoup plus de monde que ton comité de recherche. Tu as une association à laquelle tu peux contribuer, que tu peux participer. Et la contribution, elle se fait de toutes sortes de façons. Participer à un colloque, rencontrer des gens, organiser ça, participer à des ateliers de formation. Et quelles questions, toi, il t'intéresse d'explorer? Quel chercheur tu voudrais rencontrer? Ben, on va l'inviter. Tiens, ça va te permettre d'entrer dans ce champ d'experts, puis de devenir un parmi tous les autres qui ont tous commencé par une thèse de doctorat. On commence tout là, c'est là le point de départ. Tout à fait. Ce que tu évoques, je trouve que ça met bien la table vers une conclusion là, à notre entrevue, dans la mesure où le devenir chercheur puis la carrière de chercheur en recherche qualitative, comme dans d'autres types de recherche, ça s'échelonne sur plusieurs années. Et puis, on peut gagner à voir ça dans le temps par petites étapes. Quand tu l'as dit, une bonne thèse, c'est une thèse finie. La thèse n'est peut-être pas l'œuvre de notre vie. Tu as dit, ma thèse, j'en vois pas, je la donne pas nécessairement en exemple. Non. Puis je dis la même chose de la mienne. Alors, c'est vraiment montrer que c'est une étape à travers laquelle on apprend énormément. C'est une chance qu'on a là, de vivre ce processus-là puis d'en tirer beaucoup de leçons pour le futur, qui est quand même une carrière qui peut s'échelonner puis à travers laquelle on va continuer à se former puis continuer à développer nos habiletés. Si on se tourne vers le futur, est-ce que tu as des souhaits particuliers pour la recherche qualitative en général? Il y a eu quand même toute une évolution dans les dernières années. Qu'est-ce qu'on peut, tu as dit, que peux-tu me dire de plus ou de différent? Tu as dit ça tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on peut souhaiter de plus, de différent pour le futur en recherche qualitative? Moi, je souhaiterais qu'on continue d'approfondir le qualitatif. Je souhaiterais vraiment qu'on continue de l'approfondir. Et s'il y a des voies au travers desquelles, par exemple, là, tu as la question, est-ce qu'on peut faire une thèse qualitative, quantitative? Bien, explorons-les, voyons en toute honnêteté les résultats et posons-nous la question, ça vaut-tu le coup? Et quand est-ce que ça vaut le coup? Puis quand est-ce que ça répond juste à des exigences institutionnelles, mettons-les comme ça. Et allons pas s'enfarger dans des travaux qui ne mènent pas
à l'approfondissement du qualitatif. C'est là qu'on veut aller. Qu'est-ce que ça donne? Il y a des questions qui se posent, par exemple, qui ne se posent pas encore au Québec avec beaucoup d'acuité, mais qui se posent beaucoup aux États-Unis, sur tout le travail avec des cultures différentes, mais vraiment des cultures très différentes, qui ont des bagages antérieurs qui n'ont rien à voir avec les nôtres, des façons d'interpréter le monde qui n'ont rien à voir avec le nôtre. Moi, je pense que le qualitatif a quelque chose à voir là-dedans. Comment peut-on comprendre? Comment peut-on inventer des dispositifs pour aller chercher leur expérience? Il va falloir inventer le travail méthodologique auprès de ces personnes-là. Et ces personnes-là devront apprendre aussi de nous. Tu sais, je pense que tout ce travail-là, le travail dans la complémentarité avec les autres disciplines, il faut vraiment qu'on creuse là-dessus. Mettons, en architecture, de quoi ont-ils besoin comme données qualitatives qu'ils n'ont pas pour bien aménager les environnements? Il y a quelque chose, toute la façon dont les gens dans des quartiers vivent, par exemple, à Hochelaga, Maisonneuve, il y a des choses qui auraient peut-être besoin sur la construction des quartiers, de l'expérience des gens. Alors, tout aller chercher cette expérience-là que seules les approches qualitatives peuvent apporter. Tout à fait, qui répondent à des besoins de société qui émergent et qui vont se poursuivre dans les années futures. Tout à fait. Parce que les besoins, ils sont souvent demandés par les organismes gouvernementaux, subventionnaires, en termes de fournissez-nous des données quantitatives, fournissez-nous un sondage ou... mais c'est pas comme ça qu'on va répondre, nous, à la question, mais on peut répondre de façon tout à fait intéressante, autrement que par un sondage. Et après, il s'agirait pour l'étudiant ou pour le chercheur, d'adapter ses résultats, le discours de ces résultats, de l'adapter à des clientèles. Il ne faut pas nier que publier dans des revues professionnelles, c'est extrêmement important aussi. Et ce n'est pas... Il faut faire la valorisation de ça. Il ne faut pas que ça soit dénigré dans des lignes de CV en disant ça, on ne sert pas de ça. Au contraire, des représentations sont nécessaires. C'est nécessaire et c'est souvent la crédibilité du chercheur qui donne la crédibilité des résultats. Tu sais, le chercheur amène avec sa crédibilité la reconnaissance de ce qui a été dit, de ce qui a été découvert. Et ça m'apparaît un travail à continuer de faire au travers du qualitatif. Et c'est son rôle central pour faire avancer la société. C'est sa contribution à l'avancement de notre société. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ça fait. Bien, écoute, je te remercie énormément, Colette, pour cette belle entrevue qu'on a pu faire ensemble. Je pense qu'on aurait pu parler encore pendant 1 heure, mais pour le bénéfice des auditeurs, pour aujourd'hui, on s'arrête ici. Et je te souhaite de poursuivre ta retraite d'une manière aussi active que j'ai pu t'observer dans les dernières années depuis que je te connais, de continuer à t'impliquer dans la RQ parce qu'on profite beaucoup de ton expertise, de ton expérience. Et je pense que c'est encore plusieurs générations de jeunes chercheurs qui profitent de cette générosité-là que tu as à nous transmettre tes apprentissages et qui vont en profiter encore plusieurs années. Bien, c'est tout. C'est moi, Anne-Marie, qui te remercie de m'avoir permis de faire cette rétrospective de ma contribution et de m'apercevoir que, c'est intéressant que je laisse des choses qui peuvent être très utiles à ceux qui continuent comme toi puis qui veulent vraiment poursuivre dans cette voie-là. Merci beaucoup. Définitivement. Merci à toi.